remercie tous d'être présents à cet échange. On a voulu organiser cette conférence sous forme de débat, vous allez le voir, avec des échanges avec des experts qui vont se présenter et qui vont pouvoir vous donner leur vision de l'évolution du métier de recruteur et donc du recrutement. On a voulu une présentation qui parle au plus grand nombre, donc on aura une phase de questions-réponses à la fin. Donc si vous avez des questions qui sont plus spécifiques sur des sujets qu'on n'a pas pu évoquer, n'hésitez pas à les poser, on prévoira ce moment d'échange. Donc le sujet de notre rencontre aujourd'hui, vous le connaissez, c'est le recrutement, et on va l'aborder sous un thème spécifique en l'accent sur l'évolution du métier et les nouvelles techniques à l'ère du digital. Donc je vais animer l'échange en posant des questions aux différents experts qui sont ici, qui vont se présenter et qui ont chacun et chacune des expertises très spécifiques. Pour ma part, je suis le responsable marketing du groupe Link. Donc le groupe Link, c'est la maison mère entre guillemets des sociétés Scale et GESIM que présenteront les différents intervenants qui travaillent dans ces structures-là. Et donc j'animerai l'échange en leur posant différentes questions et on passera ensuite dans une phase de questions-réponses dans le dernier quart d'heure. Sans trop tarder, je vais passer la main à Frédéric pour qu'elle puisse se présenter et qu'elle puisse rapidement présenter son activité. Merci Yacine. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Frisch. Je co-dirige le cabinet Scale, qui est donc un cabinet conseil en ressources humaines avec quasiment 25 collaborateurs localisés sur toute l'Alsace. Voilà, donc très rapidement quelques mots. Le recrutement est l'un de nos sujets, mais nous adressons toutes les thématiques qui tournent autour des ressources humaines dans nos entreprises, ici et ailleurs. Donc je suis là aujourd'hui parce que j'ai quelques décennies d'activité dans le recrutement et plus spécifiquement dans le recrutement de cadres et dirigeants, donc ce qu'on appelle aussi l'executive search. Quand nous avons préparé cette réunion, nous ne savions pas trop quel public nous aurions en face de nous, si nous allions nous adresser plutôt à des jeunes en recherche d'apprentissage, en recherche d'orientation, à des chefs d'entreprise, à des DRH de différents niveaux. Donc voilà, vous verrez dans cette présentation qu'on adresse différents thèmes et on répondra aux questions peut-être un peu plus précises, puisque je vois quelques têtes voilà, avec des personnes certainement déjà confirmées dans les ressources humaines aussi parmi vous. Voilà, donc juste un tout petit mot pour ne pas monopoliser trop longtemps la parole. Je vais pouvoir aujourd'hui apporter un témoignage sur les sujets qui concernent plus spécifiquement la chasse de tête sur des postes vraiment de cadre et dirigeant. Voilà. Je laisse la parole à Yacine. Yacine, Nina. Enfin, madame. Bonjour à tous. Alors je suis ici aujourd'hui parce que je suis consultante en recrutement et un petit peu spécialisée aussi en marque employeur. Et j'ai rejoint l'équipe de Frédéric il y a maintenant 1 an. J'ai environ 4 ans d'expérience en recrutement et un parcours plutôt en management des ventes. Voilà, je laisse la parole à Jean-Christophe. Bonjour, ça marche super. Vous avez vu, ils ont fait un côté des très jeunes, un côté des moins jeunes. Alors, comme Nina doit avoir une trentaine d'années, pas Frédéric, mais pour moi, j'ai une trentaine d'années d'expérience, et non pas d'âge, dans les ressources humaines, et plus particulièrement dans le service en ressources humaines. Quoi vous dire, je représente aujourd'hui une marque GESIM, qui est une marque locale, mais qui a bien grandi, qui a une cinquantaine d'années d'ancienneté, et qui a bien grandi sur le territoire, qui est devenu aujourd'hui un acteur quasiment incontournable sur les métiers de l'intérim, mais pas que. On va en parler plus tard. Et forcément, je vais essayer de compléter ce que disent mes chers collègues. Qui dit intérim, dit souvent, on associe ça à des métiers plutôt un peu moins qualifiés, mais tout autant importants dans vos process de recrutement et dans nos process de recrutement. Voilà. Et bien, merci beaucoup, JC. Donc aujourd'hui, on a, comme vous l'avez vu, la chance et l'avantage d'avoir des profils assez différents dans le recrutement. Jean-Christophe qui va être un expert sur la partie intérim, mais pas que, comme il a dit, et Frédéric et Nina qui sont plus sur la chasse de tête, le recrutement et le placement. Donc notre objectif à nous, c'est de pouvoir vous donner une vision globale de l'évolution du métier de recruteur et de pouvoir vous donner aussi des expériences terrain et des exemples concrets.
Alors le sommaire de notre intervention, on l'a découpé en 5 parties qui vont nous permettre justement de pouvoir balayer l'entièreté assez succinctement, mais quand même l'entièreté de cette notion d'évolution du métier. On va commencer par une première partie sur les évolutions d'hier à aujourd'hui. On enchaînera avec la deuxième partie qui concernera les outils digitaux et la digitalisation du métier, qui est un sujet très important. La troisième partie concernera les nouvelles techniques de recrutement. Et ensuite, nous aurons 2 dernières parties, avec la quatrième qui sera axée sur les compétences clés du recruteur moderne, et une dernière partie sur l'adaptation quand on est candidat et quand on est recruteur. Allez, sans plus tarder, on va commencer par la première partie et pouvoir interroger et passer sur le grill nos intervenants. Donc la première partie, comme je vous l'ai dit, c'est sur l'évolution du métier d'hier à aujourd'hui. Donc cette évolution, elle est très marquée par la digitalisation, mais pas que. Le métier évolue beaucoup, comme beaucoup d'autres métiers aujourd'hui. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous dire comment est-ce que le recruteur s'adapte et comment est-ce qu'il perçoit cette évolution du métier. Alors ma première question, elle va s'adresser à toi, Frédéric. Si tu fais un petit focus sur tes débuts et l'évolution de ton métier, qu'est-ce qui te semble le plus fou ou le plus disruptif dans l'évolution du métier de recruteur ? Alors je parlerai d'emblée de l'accélération du temps dans les processus de recrutement et aussi la transformation des tâches en fait, du recruteur. Il y a quelques années, dans les années 80-90, le recruteur rédigeait une offre d'emploi, choisissait un support, l'envoyait dans les dernières nouvelles d'Alsace ou autre support. Il fallait 3 jours pour que ce soit validé, 2 jours pour que ce soit publié. On attendait 15 jours pour avoir des retours, on allait à la boîte aux lettres avec impatience. Donc on a un temps qui s'est considérablement raccourci avec la digitalisation et qui fait qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus instantané. La dimension, je dirais, aussi le rôle du recruteur avait une partie administrative qui était quand même finalement assez importante avec le traitement de tous ces dossiers, papier, rédaction et autres. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est devenu beaucoup plus stratégique, puisque le recruteur, dès la réflexion de sa stratégie, de sa méthodologie, doit apporter un véritable conseil, aussi bien opérationnel en interne qu'à la direction, souvent, qu'à ses clients quand on est en cabinet, pour définir une stratégie, un ton, et on parlera plus tard de la marque employeur. Très clairement, ce qui a aussi fondamentalement évolué entre hier et aujourd'hui, c'est la transparence qui prévaut, enfin qui existe aussi bien du côté entreprise que du côté candidat. Les recruteurs qui vont contacter de manière spontanée des probables candidats en pleine info. Quand on faisait de la chasse de tête, on appelait un petit peu... voilà, parce qu'on avait eu une reco. Aujourd'hui, on a plein d'infos sur les gens qu'on peut contacter via LinkedIn et d'autres sources. Et de la même manière, les candidats eux-mêmes ont énormément d'informations sur l'entreprise avant de candidater. Donc ce côté transparence est beaucoup plus marqué. Merci beaucoup. Voilà, je crois. On va prendre la... Donc, quelque chose de beaucoup plus stratégique aujourd'hui dans le rôle du recruteur que simplement preneur de commandes et réalisateur de choses opérationnelles. Très bien, merci beaucoup. Jean-Christophe, je veux bien ton avis aussi sur cette évolution. Donc toi, tu as vu le métier évoluer sur le terrain. Est-ce qu'on est passé justement, comme le décrivait Frédéric, d'un métier de terrain avec du flair humain par un métier où les KPI et les outils digitaux vont avoir un rôle plus prépondérant et faire en sorte que le métier change fortement? Alors je ne peux que m'associer à ce qu'a dit Frédéric, alors on est plutôt en phase. Le métier a évolué, évidemment qu'il a évolué, mais comme tous les métiers, il a évolué comme les autres. D'accord ? Et un métier il évolue pourquoi ? Pour souvent 2 raisons. Il évolue par rapport à son environnement, d'accord ? Et par rapport aux outils, souvent. C'est les 2 facteurs les plus importants. Nous, dans l'environnement, il y a l'environnement évidemment externe, c'est-à-dire ce qui se passe sur le marché. Et il y a un élément clé pour nous qui a beaucoup évolué, c'est le candidat. Nous, c'est notre variable d'ajustement qui est la plus importante, d'accord, sans qui on ne fait rien.
Et c'est notre ressource à nous, d'accord. Et aujourd'hui, si je puis dire, ce qu'a dit Frédéric, dans les 20 ou 30 dernières années, où tout va maintenant très vite, il y a le phénomène le plus marquant, si on élargit un peu le focus du temps, c'est que le candidat auparavant, alors même si mes chers collègues de la chasse de tête cherchent encore beaucoup, cherchent les sources, mais aujourd'hui, il y a des données qui sont considérables sur le marché, et quoi qu'il en soit, il y a une rarification énorme de cette ressource qu'est la ressource humaine, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, on côtoie au quotidien des chefs d'entreprise, tous et toutes, et ils tous ont le même problème, c'est trouver des candidats, trouver des ressources à la hauteur de leurs espérances, d'accord. Donc si je peux dire, ça c'est une donnée qui a considérablement évolué, et notre métier a dû forcément s'adapter à ça, avec aujourd'hui une rarification de la ressource. Et donc aujourd'hui, le métier, il a de ce fait, il a changé, au-delà des outils, mais les outils sont aussi adaptés à cette donnée-là la plus importante, en disant, je synthétise, je ne fais plus que uniquement un travail de savoir quel est le meilleur candidat par rapport à mon client ou à mes clients, mais réellement, il y a un travail en amont qui est considérable pour pouvoir, dans la data, dans les gens, trouver les bonnes personnes, pour pouvoir après les recruter. D'accord. Donc il y a un vrai travail aujourd'hui beaucoup plus global qu'il n'y avait auparavant. Merci beaucoup, JC. Alors, vous avez vu, ils ont beaucoup de choses à dire, donc des fois, je vais aussi un peu les couper pour qu'on puisse rester dans le temps imparti. Mais si vous voulez continuer la discussion après, ils seront, je pense, disponibles pour pouvoir échanger en dehors du cadre de cette conférence. Je vais donner aussi la parole à Nina parce qu'elle a une vision un peu plus terrain. Nina, aujourd'hui, tu sens que ton rôle est mieux compris grâce à ces différents outils, ou est-ce qu'il est encore plus flou qu'avant de la part du public, ou des candidats que d'autres personnes? Alors, un petit peu des deux, je dirais que le métier est plus structuré aujourd'hui, donc va nous laisser, disons, plus d'opportunités d'être à l'approche de l'humain. Parce que bien qu'on parle de digitalisation et d'approche qui pourrait paraître moins humaine, en tout cas c'est grâce à ces outils que nous, on va avoir plus de temps qui se dégage avec l'arrivée des CRM, des workflows, des indicateurs de suivi par exemple. C'est tous ces process-là qui nous font gagner du temps, et donc il faut justement voir un petit peu toute cette structuration comme du plus pour pouvoir justement garder tout ce temps avec nos candidats, avec nos entreprises, pour apprendre à mieux les connaître d'un côté ou de l'autre. Et pour répondre à la question, est-ce que notre métier paraît plus flou qu'avant ? Je pense que ça dépend aussi des entreprises qui ont une culture RH très développée. Donc une marque employeur développée, vont un petit peu connaître le métier stratégique qu'on a finalement. On a un vrai rôle de conseil, autant en termes de marque employeur, de connaissance du marché, etc. Par rapport à d'autres entreprises qui pensent encore qu'on est simplement des chercheurs de CV. Donc voilà, c'est à nous aussi d'expliquer ce qu'on peut faire et comment on peut conseiller les entreprises et les candidats aussi. J'ajoute juste, pardon, ce que tu dis là, Nina, c'est aussi tout à fait le rôle des RH en interne. Donc voilà, on parle, nous, par des formations un petit peu de clients, de rapport client, mais le témoignage est aussi celui que vivent nos partenaires, dont on reconnaît certains ici, en tant que prestataires internes de leurs services prod, commerce et autres services. Merci beaucoup à vous trois. Ça me permet justement de faire une transition toute trouvée vers la partie 2, qui est consacrée à l'impact de cette digitalisation, et de pouvoir évoquer ensemble les différentes opportunités et les différents défis que cette digitalisation implique. Donc on a compris de par vos témoignages qu'aujourd'hui le digital permet notamment un gain de temps, permet d'être plus efficient dans ce que vous allez faire, et de pouvoir consacrer plus de temps à d'autres choses qui fait la spécificité de votre métier. Et donc on va essayer de voir dans cette partie-là comment est-ce qu'on fait pour que ce digital, ces outils, cette IA notamment dont on parle beaucoup, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils servent réellement le collectif humain et faire en sorte que ce soit pertinent dans vos actions de tous les jours. Je vais commencer par une question à Jean-Christophe. Jean-Christophe, si la digitalisation a été une révolution et aussi une série d'adaptations, comment est-ce que toi, dans ton métier de tous les jours,
tu as dû t'adapter à ces évolutions technologiques? Alors avant de répondre à révolution ou évolution, le plus gros travail que tout le monde a à faire, donc côté candidat, côté client, côté recruteur, tout le monde, c'est réellement une révolution dans la mentalité et dans la façon dont on aborde ce sujet-là. Ça c'est clé aujourd'hui, on ne doit pas être passif du sujet, mais réellement acteur du sujet à tous les niveaux. C'est une vraie révolution. Si on parle d'outils, à ta question, l'outil lui-même, c'est une révolution aujourd'hui, mais c'est une évolution puisque l'IA, comme on dit, on parle beaucoup d'IA, mais d'outils. L'IA existe déjà depuis quasiment 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on sait que... 15 ans. 2010, ouais. Début réel de l'IA dans les ressources humaines, c'était 2010. Ouais, une bonne idée, voilà. Le temps est pas le même, le temps passe vite. Mais globalement, oui, c'est depuis 10 ans, puisque dans l'IA, déjà il y a 10 ans, les premières, au-delà des outils, les premières recherches que vous faisiez ou qu'on faisait, ça passait par Google ou par un autre moteur de recherche. Et déjà là-dedans, l'IA était déjà intégrée pleinement dedans, d'accord, par mots-clés ou que sais-je. Donc ça fait plus de 10 ans sans le savoir que l'IA fait partie de notre quotidien. Plus précisément aujourd'hui, dans nos outils, tu parles d'outils, ça oui. Puis peut-être donner un exemple ou donner des exemples concrets d'outils digitaux que vous avez intégrés avec succès qui vous ont permis peut-être d'évoluer ou pas, justement. Sans aucun doute. Comme on le disait, il y a aujourd'hui à tous les niveaux, pour le recruteur, rien qu'au niveau au départ de la définition du besoin, à la rédaction de l'offre, après au tri des données des CV, à tous les moments clés du parcours entre guillemets, du candidat et du recrutement, il y a des outils d'IA qui interviennent. D'accord. Après encore, par exemple, pour donner un exemple d'idée, aujourd'hui on parle toujours de data, de données, mais au-delà de ça, il y a des ressources derrière, des vraies personnes. Et aujourd'hui, des outils concrètement qui font quoi? On a chacun des bases de données qui sont colossales de candidats. D'accord. Notre travail, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on travaille avec eux le plus intelligemment. D'accord. Donc au-delà de prendre nos petits téléphones et les appeler et prendre des nouvelles, aujourd'hui, il y a de l'IA qui vient automatiquement quand on informe l'IA de nouvelles offres qui rentrent, d'accord, dans un cabinet ou une structure, automatiquement, l'IA va faire le matching entre ces offres-là et les candidats et leur recherche en termes de compétences, et qui va automatiquement les alerter, d'accord, de nouveaux jobs qui existent. D'accord. Donc là, concrètement et techniquement, au lieu de prendre notre petit téléphone et appeler les gens, prendre de leurs nouvelles, les outils systématiquement permettent de garder un lien avec eux et intelligent dans la mesure où ça match sur des compétences dont se demander les compétences requises. Super, merci beaucoup. Frédéric, justement sur la même thématique concernant les outils, dans ton activité sur l'Executive Search, est-ce que les outils digitaux t'ont vraiment permis d'être plus efficiente et d'avoir un gain de temps, ou est-ce que ça a été plutôt une usine à gaz sur l'utilisation de ces différents outils qui continuent de naître et de croître dans l'utilisation du métier DRH? Alors je dirais sur le recrutement en général, la question c'est de ne pas se noyer sur une multitude de plateformes qui offrent, je dirais, il y a un tronc commun dans l'offre sur toutes les plateformes de recrutement, de parution d'offres. C'est aussi de choisir le bon ATS qui va permettre de bien traiter l'ensemble des postes ouverts. Donc ça c'est très très important, on passe du temps en gestion de projet, sur les choix des outils spécifiques qui vont répondre au mieux à notre besoin. Donc ça, c'est vraiment sur le recrutement en général. Sur la partie plus orientée cadre et dirigeant, rien ne remplace le réseau personnel, la connexion, l'histoire, je dirais tout ce savoir qu'on peut connecter. Le réseau virtuel remplace parfois le réseau réel, mais jamais complètement. Donc il y a un gain de temps, mais il faut vraiment bien structurer la démarche pour passer par pied. Dans tous les cas, ce que je comprends, c'est que le réseau virtuel est toujours une continuité du réseau réel. C'est-à-dire que c'est toujours ce que vous allez faire sur le terrain qui va vous permettre ensuite de peaufiner votre réseau digital. Et c'est dans ce sens-là toujours que ça sert. Alors on gagne du temps en identification, en approche, évidemment. Voilà, le temps est révolu.
des scénarios improbables pour avoir les informations sur qui fait quoi où. Il y a évidemment un accès à des mines d'informations incroyables qui permettent d'améliorer la performance. Mais ça nécessite, tout doit être bien préparé, bien structuré au départ pour ne pas se perdre. Merci beaucoup. Alors Nina, je veux bien aussi ta vision. Côté candidat, est-ce que toi tu vois une vraie appétence pour les outils de recrutement digitaux modernes ou peut-être une envie de revenir à quelque chose de plus humain et de plus traditionnel, entre guillemets? Disons qu'on sait plus faire à distance, qu'on peut aller plus vite, que justement on peut passer un entretien à la maison, on peut visiter une usine à la maison, rencontrer les gens de chez nous. Mais il ne faut pas oublier que les candidats doivent se projeter dans une entreprise et donc avoir une approche humaine. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que la digitalisation va nous aider à aller plus vite, à se mettre en lien plus rapidement. Et à vraiment se connecter d'où on veut, à faire des tests de personnalité, etc. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est aller vite et par contre toujours rencontrer réellement les gens et les entreprises, sentir les environnements. C'est quelque chose qui revient vraiment plus profondément. On entend aujourd'hui que Google et d'autres entreprises refont leurs entretiens en présentiel. Donc c'est quand même une info assez importante et ça nous rapproche à nouveau de l'humain qu'on a peut-être tendance à oublier quand on veut aller trop vite dans le processus. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure en réponse à la question, c'est qu'en effet les outils, il y a aussi de nombreux outils prédictifs en fait, toute la partie inventaire de personnalité qui peuvent être faits justement sur des plateformes à distance. Alors il y a évidemment pléthore d'offres, d'outils d'aide à la décision. Il y a en effet un côté prédictif qui est bien plus développé aujourd'hui, qui sert de base à la discussion ensuite, toujours. Donc là, voilà, c'est encore une redite, mais un outil aussi bien conçu qu'il puisse être ne pourra jamais se substituer à un vrai échange interpersonnel. Merci beaucoup Frédéric. Et encore une fois, la transition est toute trouvée pour notre partie 3, où dans cette partie nous allons évoquer les nouvelles techniques de recrutement, et notamment de ces différents outils dont on entend tous parler, dont vous entendez aussi tous parler, peut-être même que vous utilisez déjà, entre l'IA, la gamification, les tests prédictifs, etc. C'est tout ce que vient de dire Jean-Christophe, Frédéric et Nina sur l'utilisation au quotidien en tant que professionnel du recrutement. Donc, Jean-Christophe, je vais avoir une première question pour toi. Moi, de ce que je constate en analysant ce que vous me dites, on comprend que ces outils vous servent aujourd'hui à fluidifier l'expérience candidat et pouvoir vous focaliser sur des compétences plus humaines et pouvoir, vous, de votre côté, aussi mieux détecter les soft skills. Je vous laisserai expliquer ce que sont les soft skills pour ceux qui ne le savent pas. Mais ma première question, elle porte déjà sur les solutions pour les outils qu'on présente dans cette partie 3. Est-ce que dans ton quotidien, est-ce que dans la structure GESIM ou plus largement dans les autres structures du groupe, est-ce qu'on a déjà mis en place des tests prédictifs, de la gamification, de l'IA? Et si oui, avec quels résultats? Peut-être que tu peux un peu faire un focus là-dessus en expliquant ce que sont ces différentes solutions. Tu m'as posé 8 questions là. C'est compliqué d'y répondre. Alors, dans les 8 questions, je ne m'en souviens pas, mais je ne souviens que d'une. Sur les 8. Choisissez celle qui. Choisissez celle qui. Je peux la reposer. Non, ça va aller, c'est gentil. Non, mais globalement, alors on ne fait que depuis le début que balayer entre l'humain, c'est ce que dans le métier, l'humain, l'outil, la place de l'un et de l'autre, et le juste milieu qu'on doit avoir dans les deux outils. Là, on parle même si on parle de nouvelles méthodes de recrutement, c'est la question que j'ai bien retenue, je crois. Dans cette question-là, il y a un sujet aussi qui reste pas outil mais physique et qui s'est pas mal développé encore. C'est des méthodes, parce qu'on parle des soft skills, c'est plus simplement entre le savoir-être et le savoir-faire, donc c'est le savoir-être, soft skills, clairement. C'est des méthodes d'entretien, entre guillemets, sans CV, d'accord? Tout le monde a entendu parler, c'est beaucoup France Travail qui menait ces sujets-là avec les clients qui ont sans doute testé ça, souvent pour des compétences un peu moins qualifiées
que des compétences très qualifiées, d'accord, ça faut le dire, mais pour autant c'était quand même une tendance qui a eu lieu depuis quelques années et qui a fonctionné plutôt bien si j'en entends les retours qui ont été faits par les clients. D'accord, donc on a vraiment un focus là-dessus, sans outils, mais juste un recrutement sans CV. Alors là, c'est très bien, je donne l'exemple inverse, mais c'est très bien. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, de mon point de vue de communicant et de marketeur, Oui. J'ai vu des solutions de recrutement qui étaient totalement innovantes, par exemple des recrutements dans le métaverse, ce genre de solutions très 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 innovantes. Sans aller jusque-là, est-ce que toi, tu as pu, sur ton métier de tous les jours, pouvoir mettre en place des outils digitaux innovants de ce type-là? Oui, alors il y a évidemment, on parlait tout à l'heure, Nina disait que de son canapé, on peut aller visiter une entreprise. C'est vrai, aujourd'hui, même pour des métiers peu qualifiés, systématiquement, quasiment, on a pu tester, on teste au quotidien la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose à nos candidats, via des films et via des lunettes aujourd'hui, ou des films qu'on propose, de faire de l'immersion dans l'entreprise pour qu'on ait, entre guillemets, moins de surprises de leur part, de là où ils vont travailler, tant dans la culture que dans l'environnement de travail, etc. Aujourd'hui, dans le quotidien, la réalité virtuelle fait partie d'eux. Tu parles de gamification aussi. On a intégré dans nos outils au quotidien des simulations sur des choses qui sont très, très décalées, hein. Même pour des gens peu ou pas qualifiés. On a des fois, aussi via des lunettes 3D ou immersives, on fait passer des tests à des gens sur des situations qui sont très scénarii qu'on a monté avec nos clients pour voir comment ils réagissent. Donc, une fois de plus, on mesure les soft skills via des outils digitaux nouveaux. Très bien. Du coup, je vais te poser une question que beaucoup se posent, pas forcément que dans le recrutement, dans les RH, mais est-ce que tu penses qu'un jour, l'IA pourra nous remplacer et pourra par exemple repérer un bon intérimaire dans le cas de Jésus? Alors si on reste sur du coup, les métiers d'intérim peu ou pas qualifiés, nos métiers ont été perturbés depuis 5-6 ans par des acteurs qui sont venus digitaux, c'est ça? Donc ils sont venus 100% digitaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où on avait plein d'agences physiques, où des gens venaient taper aux portes et on les recevait, des acteurs sont venus depuis entre 5 et 10 ans, en disant au lieu d'avoir une agence virtuelle peut remplacer 50-60 agences physiques. D'accord? Donc ça, sans doute certains d'entre vous l'ont testé, donc ça existe, d'accord? Mais maintenant qu'on a un peu de recul sur le sujet, c'est pas acheter la poubelle, loin de là. Mais si on prend une fois de plus de recul et de focus sur ces sujets-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, agences traditionnelles, entre guillemets, on a fait un pas, on s'est retrouvé au milieu de la piscine, quoi. Nous, agences traditionnelles, on a fait des travaux énormes et considérables pour se doter d'outils digitaux pour aller vers entre guillemets, le milieu de la piscine. Et à l'inverse, ces gens-là, 100% digitaux, acteurs digitaux, se sont rendus compte que ça ne marchait pas, il fallait voir les gens, et qu'il y avait des limites, et que du coup, on fait aussi, malheureusement, ils se sont rendus compte qu'ils ont dû avoir des présences physiques via des vraies personnes pour pouvoir avancer. D'accord? Donc finalement, on se retrouve en ce moment au milieu de la piscine et on bosse bien ensemble intelligemment. Alors, si je peux résumer ce que tu me dis, c'est que le 100% ne marche plus. Donc le 100% digital ne fonctionne pas parce que ce n'est pas non plus les attentes du candidat et des entreprises non plus, et que le 100% physique ne fonctionne pas parce que dans le comportement et dans l'expérience candidat, les choses ont changé et qu'ils s'attendent aussi à avoir du digital, quel que soit le métier sur lequel ils vont postuler. Donc là, j'ai encore une question pour toi, JC, sur cette thématique-là, parce que je sens que elle t'intéresse beaucoup. Le recrutement, c'est aussi une question d'expérience candidat, ce que je viens d'expliquer. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des outils qui vont vous permettre à vous de rendre ce parcours et cette expérience candidat plus ludique, plus immersif? Tu nous as donné l'exemple de l'intelligence artificielle, ou de la gamification. Comment est-ce que vous le ressentez dans votre métier du quotidien? Comment est-ce que ça vous facilite peut-être ou ça vous rend plus efficient sur vos actions? Quel est l'apport concret de ces outils? Alors, il y a un sujet sous-jacent, pareil, qui est aujourd'hui, c'est pour attirer le métier du recruteur. On le disait un peu au départ, pour faire le lien avec le départ. Aujourd'hui, le recruteur, il est là aussi c'est un représentant de l'entreprise pour vendre l'entreprise et être réellement un ambassadeur de ses clients. D'accord? À ce titre-là, on doit séduire et plus on met d'outils. Aujourd'hui,
on parle souvent d'expérience collaborateur, d'accord, au candidat. D'accord. Donc pour que le candidat vienne vers nous, ambassadeurs de nos clients, vienne vers nous plutôt que d'autres clients ou d'autres acteurs du service de recrutement, il faut qu'on les intéresse, et il faut qu'on parle comme eux, et il faut qu'on ait des choses à leur dire. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur le téléphone, tout le monde est connecté partout, donc on se doit d'avoir des outils connectés pour pouvoir répondre à leurs besoins et pour pouvoir les faire un peu rêver, d'accord, avoir des choses à leur dire, et si on parle le même langage qu'eux et que nos clients, il faut qu'on soit connecté aux outils concrets digitaux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Christophe, ça nous permet de clôturer cette partie 3 et de pouvoir enchaîner sur notre 4e partie qui va être dédiée aux recruteurs pour le coup, et on va essayer d'échanger ensemble pour comprendre quelles sont les compétences clés du recruteur moderne. J'ai une première question pour toi Frédéric. Aujourd'hui, tu dirais que les soft skills du recruteur sont plus importantes que ses compétences techniques ou l'inverse? Les soft skills sont plus importantes que les compétences techniques, pour être clair et répondre en une phrase. Les compétences techniques vont s'acquérir, elles sont indispensables. Aujourd'hui, en effet, pour qu'un recrutement soit réussi, rapide, efficace, qu'il y ait un bon retour aussi sur investissement, entre guillemets, sur le temps investi dans un processus de recrutement, il faut évidemment de nombreuses compétences techniques, savoir utiliser les outils digitaux, savoir faire un sourcing efficace, savoir communiquer, rédiger de manière intelligente et ciblée, avoir des messages qui soient particulièrement personnalisés à l'ensemble de la cible. Donc tout ça c'est de la technique, cette utilisation des outils, ça s'apprend. Ce qui fait la différence, ce qu'il a toujours fait, mais qui continue de plus en plus à être marquant, c'est justement toute la partie soft skills, donc les qualités d'écoute, la capacité à se mettre en empathie avec je dirais, son client interne qui aura un besoin en recrutement, la capacité à se mettre en empathie avec le candidat, à pouvoir maîtriser, apprendre à conduire un entretien. Alors c'est de la technique, mais c'est aussi une qualité de connexion avec l'individu pour percevoir bien quel est le projet professionnel et quel est le partage des valeurs humaines qui font que les gens vont pouvoir se rencontrer et faire un long chemin ensemble. Le recruteur doit aussi, dans un temps qui est aujourd'hui un temps malgré tout encore de pénurie, de candidats qui cochent un maximum de cases, pouvoir être persuasif, être convaincant, et donc être le premier ambassadeur de son entreprise. Et il doit savoir communiquer, et on fait le lien avec la marque employeur une fois encore. Exactement, et c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup en tant que responsable marketing sur la notion de personal branding. Aujourd'hui, on est tous une marque à vendre, quels que soient nos objectifs, mais si on cherche un emploi, c'est comme ça qu'il faut s'identifier, il faut savoir se vendre et donc pouvoir travailler aussi sa partie personal branding et se marketer entre guillemets. Et justement, ça me permet de te poser une question, Nina, qui est spécifiquement basée là-dessus. Est-ce que toi, tu penses que l'avenir du recruteur, le recruteur 2.0, il doit devenir un peu marketeur, mais aussi un peu psychologue et aussi un peu geek? Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que finalement on est des vrais couteaux suisses, avec une forte dimension relationnelle, mais aussi on doit avoir une culture digitale et du business. Je m'explique, mais on a un petit peu tout dit déjà. On doit tout d'abord écouter nos entreprises, nos candidats, mais on doit aussi savoir rédiger des offres attractives. Ce qui veut aussi dire être à l'écoute de tout ce qui se fait actuellement, parce que des offres à l'époque ne sont pas les offres d'aujourd'hui. Maintenant, une offre peut être une vidéo, peut être un collaborateur qui parle de son job, peut être une immersive aussi. Voilà, on a toutes sortes d'offres qui se font. Mais oui, donc le recruteur doit être tout ça à la fois. Et juste, pardon. Non, je sais pas si. Oui, c'est bon. Et juste sur cette partie marque employeur,
personal branding. Est-ce que toi, tu le sens dans ton métier de tous les jours ou ton métier s'oriente plus vers une maîtrise des outils digitaux, mais dans la partie communication? Donc de savoir maîtriser un même titre qu'un communicant des plateformes qui sont digitales comme LinkedIn ou d'autres plateformes. Est-ce que ça, tu le constates, toi, dans les attentes qu'on a d'un recruteur? Alors, on n'est pas obligé, en étant recruteur, de savoir communiquer sur soi et sur son entreprise, sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn. Mais effectivement, c'est mieux. Donc, nous, on essaye de le faire de plus en plus. Je me suis essayée à des vidéos pour, par exemple, faire une minute RH qui sort tous les mois chez Scale. On met pas mal de petites choses en place, on essaie de participer à des événements, de communiquer sur LinkedIn, etc. On essaye aussi de développer d'autres réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est pas notre métier de base. Donc on s'y essaye, on teste des choses et on est aidé par des professionnels. mais c'est pas notre métier, c'est pas notre métier de base. Je pense qu'on le fait mieux en essayant de communiquer, de travailler en tout cas son personal branding, sa page entreprise, etc. Merci beaucoup. C'est vrai que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que la notion, en tout cas l'importance du digital dans la marque employeur et dans la visibilité d'une entreprise, c'est souvent des choses qui ne sont pas forcément comprises par tous et qui ont un impact considérable sur l'expérience candidat et sur le recrutement d'un candidat. On a des chiffres qui sont très évocateurs sur la réussite d'un recrutement qui passe par LinkedIn ou qui ne passe pas par LinkedIn. On constate que quand on a une bonne campagne de recrutement qui est bien menée digitalement sur LinkedIn, elle a plus de chances de réussir et d'aboutir à un recrutement réussi. Je ferme cette partie 4 et on va pouvoir enchaîner sur notre dernière partie et vous laisser un peu de temps pour les échanges et les questions que vous aurez sûrement. Et cette dernière partie, elle est dédiée à l'adaptation. Donc comment est-ce qu'on doit s'adapter en tant que candidat, mais comment est-ce qu'on doit s'adapter aussi en tant que professionnel, en tant que recruteur. Alors ma première question, elle va s'adresser à Frédéric, encore une fois. Alors Frédéric, est-ce que tu dirais qu'un cadre dirigeant qui pense encore que le digital ou que LinkedIn, c'est pas pour lui, ça peut encore exister? Alors je constate que ça existe encore, en effet, puisque nombreux sont ceux qui ont la chance d'avoir une entreprise. Enfin, la chance, c'est sans doute pas que la chance, c'est certainement beaucoup de travail, une bonne stratégie et des tas de compétences. Mais c'est vrai que nombreux sont les dirigeants, alors plutôt de TPE ou de PME, qui ont des entreprises qui se développent bien, qui réussissent et qui ont une bonne notoriété plutôt locale, mais qui se passent encore de LinkedIn. Je dirais quand même alors LinkedIn ou une visibilité, on n'est pas là uniquement pour faire la promo de cette plateforme, mais en tout cas se priver d'une belle vitrine sur un réseau social ou sur le net en général est certainement une erreur. Les concurrents le font, donc quand on reste sur place, les autres avancent, donc on perd du terrain. Et surtout en termes d'image d'entreprise, le dirigeant est évidemment la première vitrine de sa société. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens se renseignent avant de donner suite à des offres d'emploi. Donc il faut accepter d'aller avec son temps, d'innover et de profiter de ces évolutions pour grandir. Très bien. Merci Frédéric. Nina, je vais te poser plus ou moins une question connexe, mais toi qui rencontres beaucoup aussi les candidats au quotidien, qu'est-ce qui fait qu'un profil va se démarquer vraiment par rapport aux autres? Et si on pousse un peu l'idée ou la réflexion un peu plus loin, est-ce que tu dirais que le candidat notamment doit apprendre à se vendre, ou est-ce qu'il doit juste apprendre à mieux se raconter? Alors, apprendre à se vendre, ça peut sonner un petit peu artificiel, donc peut-être qu'on préfère le terme apprendre à mieux se raconter. Parce qu'effectivement, il faut savoir, alors au-delà des compétences que normalement vous avez déjà si vous êtes pris en entretien, il faut savoir parler de soi avec authenticité, sincérité, mais aussi avoir une cohérence dans son projet, dans son parcours.
c'est ce qui fera la différence au-delà de la motivation et des compétences qui sont normalement toujours là. Et effectivement, après, on va forcément, nous, recruteurs, regarder votre profil LinkedIn en plus du CV, les mots-clés, toutes les expériences même en bénévolat, sportive, etc. Tout ce qui va un peu parler finalement de votre personnalité et de votre parcours. Et répondre à des... Ouais, pardon. Merci. Et répondre à... Je disais, et répondre à des questions qu'on n'a pas le droit de poser finalement en entretien aussi parfois. Hein. Donc on peut observer, c'est vrai, voilà, des choses un peu extra-professionnelles. Merci Frédéric. Sur cette partie-là, j'ai une dernière question pour toi Jean-Christophe, qui va être plus orientée sur l'entreprise. Est-ce que d'un point de vue entreprise, comment est-ce qu'on peut faire évoluer la culture interne de l'entreprise pour qu'elle soit alignée avec ces nouvelles attentes du marché et ces attentes qui sont notamment liées à ces outils digitaux et à cette digitalisation? Il y a une question, c'est plus simple. Il faut appuyer une fois dessus. Ouais, c'est bon. T'as une question, c'est plus simple. Je peux y répondre facilement. Bon, on l'a dit, on revient. Souvent, je fais des contre-pieds, Yacine, tu m'excuseras. Les contre-pieds, t'es habitué. Les contre-pieds, en disant qu'aujourd'hui, si on parle d'entreprise, on a parlé beaucoup d'outils, de digitalisation. Moi, je crois réellement, sincèrement, que tu parles d'alignement et de valeur. Ces sujets-là sont capitaux. D'accord ? Je suis entrepreneur. Je parle à votre place, hein, vous l'êtes. Qu'est-ce qui est important, c'est de pouvoir être réellement avoir des convictions sur des valeurs, être aligné avec ces valeurs-là et les communiquer. D'accord ? C'est d'autant plus facile si j'ai des valeurs, si je les communique et si mes futurs candidats qui me rejoignent savent qu'ils viennent pour ces valeurs-là, c'est beaucoup plus simple. D'accord ? Donc je reviendrai à des choses fondamentales, c'est-à-dire que les outils qu'on a digitaux, tous les canaux de communication, de marque employeur, de branding, comme on dit, tout ça sont au service de travail qu'on doit faire, de travaux qu'on doit faire essentiellement en entreprise pour clairement, et plus on est aligné, plus on a des valeurs, plus on les communique, plus on les fait vivre, plus c'est simple de se dire que le candidat, s'il nous rejoint, il sait pourquoi il vient, il sait ce qu'il va trouver, et on ne se trompera pas, et l'entreprise ne se trompera pas. C'est important. J'avais peut-être un exemple, je peux ? Oui, bien sûr. Un exemple. Non, mais c'est simple. Récemment, j'ai vu un dirigeant dans le domaine des nouvelles technologies qui a fait un métier d'une SS2I traditionnel, mais il a axé ça sur l'inclusion. Alors, c'est pas un sujet qu'il vivait lui-même, hein. Enfin, l'inclusion, plus globalement le milieu associatif. Il n'a pas fait ça pour attirer des candidats, mais par vraie conviction. Et aujourd'hui, tous les candidats, quand il en parle, qui le rejoignent, ils savent qu'ils viennent pour un sujet particulier. Ils doivent être eux-mêmes sensibilisés à des sujets d'inclusion ou d'engagement sociétaux. D'accord ? Donc c'est un exemple, mais je l'ai vu, du coup c'est simple, il fait un travail sérieux comme tous les autres. Par contre, il s'est différencié d'un sujet, et si je suis candidat, si je le rejoins, je sais pourquoi j'y vais, c'est clair, et comment je vais travailler et m'engager avec lui et pour lui. Il y a une partie importante que tu décris là, c'est que souvent les entreprises ont leurs propres valeurs et sont appliquées en entreprise, mais qu'elles ont parfois tendance du mal à les rendre publiques, ou en tout cas à en parler, pour faire en sorte qu'ensuite les gens qui viennent postuler, candidater, sachent quelles sont les valeurs et qu'ils puissent être plus rapidement en adéquation avec ces valeurs. Donc, ce que je comprends de ce que tu nous expliques, c'est que les valeurs sont importantes, très importantes même, et que pour pouvoir en profiter, ou en tout cas les mettre en avant, il va falloir bien communiquer autour de ces valeurs et savoir comment est-ce qu'on communique autour de ces valeurs. Exactement. C'est donc tout le sujet de la marque employeur dont on parlait avant. D'abord chercher ces valeurs, les connaître et ensuite réussir à communiquer pour être attrayant. On arrive au bout de cette 5e partie qui était notre dernière partie. Donc vous le comprenez, on a plein de sujets à évoquer. On aurait aimé rester avec vous 2 heures pour pouvoir tout traiter en profondeur. Pour autant, on va s'arrêter là pour pouvoir aussi vous laisser une partie de questions-réponses. Mais juste avant de passer à ces questions-réponses, j'aimerais faire une conclusion et redonner la parole aux différents intervenants et les laisser conclure en une phrase pour vous laisser partir avec une idée principale. Frédéric, je te redonne la parole en première.
je mettrai en avant la notion d'adaptabilité, que ce soit l'adaptabilité nécessaire des candidats, que celle des entreprises à son marché, à la réalité du marché de l'emploi en l'occurrence. On parle aussi beaucoup d'obsolescence des compétences. C'est un thème qui revient régulièrement dans les actus RH. Il y a 30 ans, enfin en 1900, ouais, même un peu plus, dans les années 80, une compétence durait 30 ans. Aujourd'hui, une compétence dure 2 ans. Donc voilà, on sait tous que les métiers dans 5 ans ne sont peut-être pas encore connus. Il faut absolument qu'on dise à nos jeunes que l'éducation, les écoles fassent aussi ce travail de former surtout les gens à s'adapter à la longue vie qui les attend. Nina, je vais te poser la même question. Si tu devais finir avec une information ou un conseil que tu devrais donner aux gens qui recrutent, ce serait quoi? Alors je rejoins totalement Frédéric en termes d'adaptabilité, mais pour une entreprise, et ça a du lien, ce serait forcément de soigner sa marque employeur et de bien pouvoir communiquer sur son entreprise. Je te pose même plus de questions, tu vois, comme ça me te pas. Je vous pose la même question. Donc c'est la même, alors en un mot, parce que c'est trop compliqué. En un mot, le candidat, vous avez compris, quel que soit son parcours et son âge et son histoire, on doit aujourd'hui plus que jamais se former à tous les outils nouveaux qui arrivent, d'accord, pour pouvoir être visible et communiquer, il n'y a pas de choix. Donc voilà, la formation, tout seul comme des grands, ou se faire former, c'est capital. Et pour l'entreprise, j'ai souvent dit, mais je crois qu'il y a beaucoup d'outils, mais néanmoins, je reviens sur le sujet d'avant, la sincérité, l'authenticité, les valeurs, pour moi c'est capital de garder ça en toile de fond. Et moi je vais reprendre vos 3 notions. C'est vrai que d'un point de vue communication marketing, pour moi, je pense qu'aujourd'hui on doit profiter pleinement des outils digitaux sur tous les aspects que vous venez de décrire. Aujourd'hui, le digital et Internet notamment, la plus grande force, c'est l'accès à l'information. Aujourd'hui, on est en mesure de se former beaucoup plus rapidement qu'il y a 30 ou 40 ans. Et donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer au moins d'utiliser pleinement les outils digitaux pour faire en sorte que ça vienne vous aider dans vos missions quotidiennes et que ce soit à votre service et non l'inverse. Je vous remercie tous les 3 pour votre intervention, vos réponses. Au nom de tout le monde, alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée